Bonjour mes très chères dames, ce cours est réservé uniquement pour les femmes. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de la génération sandwich? La génération sandwich, c'est pas uniquement le fait qu'une personne a au-dessus de lui et en dessous de lui des frères et sœurs, c'est aussi propre à autre chose, un moment très spécifique de la vie de l'être. Il se trouve dans une période de sa vie où il est entre deux. Entre quoi? Entre les parents et les enfants. On a des enfants, on est parents d'enfants, et on a au-dessus de nous nos parents. Donc on est enfant d'eux, et on est parents d'eux. Et ça s'appelle la génération sandwich, en fait. En fait, quand on arrive dans ce monde, au début, on est un enfant, d'accord, avec toutes les propriétés de ce que comporte la vie de l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant, il n'a pas de contrainte, enfin, il n'a pas vraiment de responsabilité logiquement sur ses épaules. Le propre de l'enfance, c'est de ne pas avoir de responsabilité. C'est le propre de l'enfance. Et il n'y a rien de grave à ça, c'est pas parce qu'on ne met pas des très lourdes charges sur les épaules de nos enfants qui seront jamais des gens responsables, ça n'a rien à voir. Au contraire, plus on les laisse profiter du moment de l'enfance pour profiter de ce moment en jouant, en imaginant, en étant serein, parce que maman est là, parce que maman ne m'abandonne pas à n'importe quel moment, plus l'enfant a une enfance sereine, plus il a la capacité d'arriver à ce stade de sa vie où il sera lui-même parent, et il aura plus d'aptitudes. Il aura toutes les aptitudes pour être un bon parent. Donc l'enfance, c'est pas de responsabilité en fait. Et arrive un moment dans la vie où on devient soi-même parent. On a des enfants, donc on est responsable de nos enfants en fait. Le parent, le propre du parent, c'est d'avoir la responsabilité de ses enfants. C'est-à-dire quoi d'avoir la responsabilité de ses enfants? C'est-à-dire de faire tout ce qu'il y a en ma capacité pour faire en sorte que la vie de mes enfants va se dérouler de façon positive, d'une façon positive. Donc c'est en étant présent, c'est en étudiant beaucoup le sujet de l'éducation, parce qu'il y a un dicton en hébreu, je ne sais plus comment on dit exactement, mais on ne peut pas fauter si on ne connaît pas le chemin à suivre. On ne peut pas, parce que si on ne connaît pas le chemin à suivre, en fait, on est toujours en porte-à-faux. Donc pour connaître le chemin à suivre, il faut étudier l'éducation. Et donc, comment on est un bon parent? En étudiant l'éducation, en faisant, comme a dit un certain Rav, le Rav Feyerman, on fait de l'éducation notre hobby. Et c'est comme ça qu'on saura le mieux, en fait, quel est le chemin à suivre. C'est de prier aussi pour entendre les bons cours, parce qu'il y a des fois des choses sur l'éducation qu'il aurait mieux valu ne pas entendre, parce qu'elles sont problématiques, toutes sortes de philosophies non juives qui veulent le bien de l'enfant, mais malheureusement, étant donné que ça n'est pas empreint de lumière de la Torah, ça fait pas du bien aux enfants finalement. Donc étudier les bonnes sources d'éducation, prier pour que son enfant aille bien, s'occuper de lui un maximum, c'est-à-dire l'avoir avec lui à la maison, lui donner tout ce qu'on peut, la patience, bref, plus un parent est responsable, plus il a des chances de bien éduquer ses enfants à long terme. Les résultats de l'éducation, ça ne se voit pas tout de suite, c'est pas à court terme. C'est pas il faut absolument que mes enfants ils aient l'air bien maintenant tout de suite. Des fois les enfants, ils n'ont pas l'air forcément bien maintenant tout de suite, d'accord? Ils font des choses que extérieurement quand les gens ils les voient, ils peuvent se faire une mauvaise image de nos enfants, c'est pas très grave. Ça devrait pas nous inquiéter logiquement parce qu'on sait que nous on éduque à long terme. D'accord? Le principal, c'est pas que mon enfant maintenant il rentre chez les invités habillé à la dernière mode, et qui s'assoit sur une chaise et qui lit et qui fait pas de bruit et surtout qui casse pas d'objets et qui disent merci et qui disent bonjour et qui disent au revoir, sinon ça veut dire que j'ai complètement raté mon éducation. Ou alors ça veut dire que si je vois des enfants comme ça veut dire que leurs parents ne savent pas les éduquer. Ça n'a rien à voir, c'est pas maintenant qu'on est censé voir les fruits de l'éducation, c'est à très long terme qu'il faut viser. Plus on voit à long terme, et plus ça a des chances de fonctionner. Donc ne jamais éduquer dans un but de bien paraître. Donc ça c'est l'éducation. On est responsable de l'éducation.
Mais aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on est parent, on est aussi enfant d'eux. On a aussi des parents. On a aussi des parents. Et la Torah nous dit, il y a la paracha de cette semaine, la semaine qui vient de passer, le respect des parents. On a parlé du respect des parents. Alors, le respect des parents, c'est un grand thème qui n'est pas simple et évident, d'accord? Parce que il y a toutes sortes de nuances. Qu'est-ce qui s'appelle respecter mes parents? Qu'est-ce qui s'appelle que c'est pas du respect des parents? Qu'est-ce qui s'appelle manquer de respect à mes parents, que Dieu préserve? Par exemple, on nous dit dans la Torah que si ton parent te demande d'aller contre la loi de la Torah, il ne faut pas l'écouter. C'est une mitzvah de ne pas écouter son parent s'il nous demande de ne pas faire Shabbat. Donc le respect des parents, c'est pas quelque chose d'intuitif forcément. C'est bon, je sais, ne me parle pas d'aller dans des cours pour savoir comment on respecte ses parents. Je sais pas, c'est normal, c'est la base. Ils m'ont donné à manger, ils m'ont nourri, donc c'est normal que je les respecte. Mais le respect des parents, c'est pas aussi noir et blanc. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple. Par exemple, une des grandes bases du respect des parents, c'est de ne pas contredire ses parents. Donc ma maman va raconter une histoire. J'étais dans le train était de couleur verte. Ah non maman, le train était de couleur rouge. Ça s'appelle contredire son parent. Donc ça, c'est interdit par la Torah. Si je veux respecter mon parent, je me retiens de le contredire. Mais c'est pas logique de ne pas contredire son parent. Mais si pourtant le détail qu'il a dit, le parent, c'était pas un bon détail, il faut bien que je le reprenne. Si tu veux être un Oved Hashem, si tu veux faire la volonté de Dieu, la volonté de la Torah, non, tu ne dois pas reprendre ton parent. Donc la question, c'est la volonté de qui on veut faire. Est-ce que c'est la volonté de nos tripes, à nous, de mon intuition? Moi, je sens que respecter mes parents, c'est comme je le ressens, c'est comme ça. C'est pas comme on le ressent. Il faut qu'il y ait un cœur qui veuille aussi aimer les parents et qui veuille le faire de façon spontanée, parce que oui, les parents nous ont donné la vie et que oui, on leur doit tout. Mais c'est pas si évident que ça. Par exemple, des fois, les parents nous donnent des conseils. Il y a des conseils qu'on peut prendre et qu'il n'y a aucun problème, ça ne va pas avoir de mauvais impact sur notre vie, mais il y a des conseils qui sont problématiques. Si les parents conseillent les enfants de venir habiter à la maison après le mariage, c'est très problématique. Il y a combien d'histoires de couples, malheureusement, qui ont été habités chez leurs parents après la période du mariage, et moi je connais une histoire, après 1 an, ils se sont séparés, que Dieu préserve. L'homme et la femme se sont séparés. Donc, qu'est-ce qui est le respect des parents? Dans la Torah, il est écrit « Al-ken ya'azov ish et aviv ve'etimo ve'davak be'ishto » un homme quittera son père et sa mère et se collera à sa femme et ils ne feront qu'une seule chair. Donc, nos sages nous disent qu'il faut s'éloigner des parents de façon géographique au niveau de l'habitation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas habiter dans la maison de ses parents après le mariage. La Torah nous éclaire sur ça. Et c'est pas parce qu'on n'habite pas chez ses parents après le mariage qu'on leur manque de respect. Au contraire, le respect, ça vient d'autres manières. Tu peux tout à fait respecter tes parents, mais pas sur le compte de ton couple. Parce que tu dois aussi construire ton couple, tu dois aussi construire ta famille, tes enfants, propres à toi. Et donc, on est toujours sur un fil, en fait, comme un funambule, entre le respect des parents et le fait de Alken Yaazov Ish et Aviv Vetimo. On est toujours entre les deux. Et il faut, logiquement, quand on a un doute, il faut absolument poser la question à un Rav. Parce que des fois, on peut avoir l'impression que c'est bien à ce moment-là d'écouter ses parents et de faire ce que les parents ont dit. Mais c'est pas forcément bien à long terme sur le couple. Et des fois, on peut avoir le sentiment que non, là les parents ils sont trop exagérés et c'était vraiment le moment de leur répondre et il faut qu'ils comprennent et il faut qu'on leur dise une bonne fois pour toutes. Non, là il faut faire très attention, très attention. On n'a pas le droit de manquer de respect à nos parents, on n'a pas le droit de manquer de respect à nos beaux-parents. Et que si c'est pas évident pour nous, eh bien la Torah vient et nous le dit. C'est une mitzvah de respecter ses parents. On ne doit pas leur manquer de respect. Et donc, en fait, on se retrouve dans ce qui s'appelle cette génération sandwich. Cette génération sandwich, c'est la génération où on a des enfants à éduquer et on a des parents à respecter. Donc, on est entre les deux, en fait. Donc, on est plein de responsabilités. C'est le moment de la vie où on a le plus de responsabilités sur les épaules, en fait. Le plus de responsabilités sur les épaules. Mais en fait, il y a deux façons de voir les choses. Ou on peut voir les choses avec agacement, parce qu'on n'a pas compris dans quel exercice on se trouve.
c'est dur avec les parents, c'est dur avec les enfants, on n'a pas de repos, on n'a pas de répit, quand est-ce qu'on va se reposer et tout ça. Donc on n'a pas vraiment conscience de notre rôle à ce moment-là. Et on peut voir ça comme une difficulté. Les parents, le rapport avec les parents et le rapport avec les enfants, on peut voir ça comme une difficulté si on n'a pas vraiment conscience. Et si on a conscience de ce que c'est le respect des parents et ce que c'est l'important de la mitzvah de Veigadecha les binecha, tu enseigneras à ton enfant, tu l'éduqueras, il y a une mitzvah d'enseigner à ses enfants, d'éduquer ses enfants en l'occurrence. Et donc si on n'a pas conscience de cette importance, on peut se sentir agacé. Mais si on a conscience de l'importance de ça, eh ben, on va se donner à fond. On va se donner à fond avec les enfants et avec les parents. Encore une fois, il faut toujours vérifier avec un rav, avec une autorité rabbinique, c'est qu'est-ce qui s'appelle le respect des parents. Et moi, je trouve que c'est vraiment une image, c'est un peu comme la salle de sport en fait. C'est marrant parce qu'une salle de sport, pour quelqu'un qui n'a jamais vu une salle de sport de sa vie, s'il rentre dans une salle de sport et qu'il voit les machines de sport, en fait, les machines pour se muscler, eh ben, on a l'impression que ça peut être des machines de torture. On peut avoir, si quelqu'un a déjà vu ce que c'est des machines de torture, en rentrant dans une salle de sport, il peut avoir un arrière-goût de machines de torture. Tu dis, mais c'est quoi ces machines de torture? C'est quoi? Et une personne, en fait, qui sait pourquoi elle vient dans une salle de sport, qui connaît le principe de la salle de sport, qui est de se muscler pour être en bonne santé, eh bien, elle ne voit pas les machines comme des machines de torture, mais elle voit les machines comme ses amis, comme ce qui va l'aider, comme une difficulté, un effort, mais qui va l'aider à être en bonne santé. Qui va l'aider à être en bonne santé. Et c'est marrant parce que, au niveau physique, il y a une période dans l'âge de la jeunesse, en général, la période sandwich, la période où on est enfant d'eux et parent d'eux, où extérieurement, qu'on fasse du sport et qu'on mange en bonne santé ou pas, en général, il se trouve que, eh ben, extérieurement et physiquement, on peut avoir l'impression qu'on est quelqu'un qui fait du sport et qui mange en bonne santé, qui mange bien, mais c'est pas. Ah, je me suis un peu embrouillée. Hey, il y a une période dans la vie de l'être où extérieurement, eh ben, on ne sait pas s'il fait du sport et s'il mange des choses qui sont bonnes pour sa santé. On ne sait pas. On sait pas. Moi, je sais, par exemple, je connais quelqu'un, il mange des sandwichs, des hamburgers du matin au soir et des pizzas. Hamburger en pizza, hamburger, pizza, hamburger, pizza. Mais extérieurement, il est tout mince, il est en bonne santé, il a l'air extérieurement en bonne santé. Donc, il y a une période dans la vie où Dieu il fait un grand chesed avec nous, une grande bonté, c'est qu'on peut ne pas faire de sport et ne pas manger des choses qui sont bonnes pour la santé. On a l'air encore extérieurement tout à fait normal. Mais le problème, c'est que si on continue de manger comme ça, eh bien à long terme, il y a une période vers l'âge de la 40-50aine où tous les symptômes commencent à se voir, à sortir à l'extérieur. On commence à prendre du poids, on commence à avoir toutes sortes de problèmes physiques. Dans le livre une vie saine d'après la halakha, le Rav nous explique qu'on ne se rend pas compte que la grande majorité des gens qui sont à l'hôpital, lo alenu velo alechem, eh ben, c'est des gens qui n'ont pas eu des bonnes habitudes au niveau de leur santé. C'est des gens qui ont mal mangé, qui se sont mal nourris et qui n'ont pas fait de sport. Donc, il y a un moment où Dieu il est très patient, le corps il est très patient, le corps il est patient, le corps il est patient, le corps il est patient. Il y a un moment où c'est la limite. Il y a un moment où après les symptômes ils commencent à apparaître. Et donc, vous pouvez voir des fois des personnes, extérieurement, elles ont l'air normales. Il y a telle personne et telle personne, elles ont l'air extérieurement pareilles. Mais en fait, il y a une différence fondamentale entre la personne qui a compris quelle est sa responsabilité en tant que génération sandwich, en tant qu'enfant d'eux et parent d'eux, et il y a la personne qui n'est pas intéressée à étudier, qui veut faire les choses spontanément, qui veut faire les choses telles qu'elle le ressent, et donc la personne fait les choses telles qu'elle le ressent. Extérieurement, elles ont l'air d'être le même type de personne. Mais à long terme, la personne qui n'a pas su se servir de la génération sandwich
pour se donner à fond, pour donner tout ce qu'elle peut comme respect à ses parents et à ses beaux-parents et tout ce qu'elle peut à ses enfants, si la personne n'a pas réussi à se servir de cette salle de sport de l'intérieur, de l'âme en fait, pour se muscler intérieurement et donner, eh bien arrivé à un certain âge, c'est une personne que malheureusement on n'a pas envie de croiser. C'est le genre de personnes que quand on les voit, eh ben malheureusement, logiquement, on n'est pas censé rentrer dans cet état d'esprit, mais logiquement, on a envie de les éviter. On n'a juste qu'une envie, c'est pas de les rencontrer. C'est des gens qui sont pas sympathiques. Des gens qui sont pas sympathiques, qui vont dire un mot, ils vont juste blesser, ils n'ont pas la sensibilité, ils sont pas agréables, ils ont ce qui s'appelle mauvais caractère, voilà, mauvais caractère, ça existe, c'est connu de tous, hein, c'est pas un secret que je dévoile, il y a des gens qui ont, à partir d'un certain âge, qui sont des gens qui ont mauvais caractère. Et donc, si on a réussi, d'après moi, à se servir de cette période de la génération sandwich, pour donner le kavod qui est dû aux parents, même si même si c'est pas facile, et comme elle dit la rabbinite Yemima Mizrahi, à partir du moment où c'est pas facile avec les parents, c'est là que ça s'appelle le respect des parents. Quand c'est facile, ça s'appelle pas le respect des parents, ça s'appelle le kiff. Ça s'appelle la spontanéité, ça veut dire j'arrive chez papa et maman, je m'allonge sur le fauteuil comme quand j'étais enfant, je dis ce que j'ai envie de dire, je jette pas parce que j'ai pas la force, et je rigole, et je fais ce que je veux, et je dis ce que je veux, et je suis comme je suis, recevez-moi comme je suis, d'accord? On peut continuer d'agir comme ça jusqu'à pas d'âge, mais le problème c'est qu'on n'a pas compris au bout d'un moment que la maison de ses parents, c'est makom avoda, c'est un endroit de travail, c'est un endroit d'effort. On ne vient pas chez nos parents, on ne vient pas chez nos beaux-parents pour avoir les pieds en éventail et se rouler les pouces et être le plus naturel possible. Oui, il faut avoir un amour naturel intérieur pour nos parents et nos beaux-parents, mais au niveau des efforts qu'on est censé faire, on est censé s'efforcer de réaliser la mitzvah du respect des parents. D'ailleurs, il y a un très beau livre de Torah Box qui s'appelle « Le respect des parents », qui explique exactement toutes les halachot, toutes les lois par rapport au respect des parents. C'est un sujet qu'il faut étudier en fait. C'est un sujet qu'il faut étudier, qui n'est pas évident. Il y a plein de choses à faire pour respecter nos parents. Et il y a des phrases à dire pour faire plaisir à nos parents, il y a des phrases à ne pas dire pour ne pas inquiéter nos parents. Avec le temps, on est censé commencer à connaître nos parents suffisamment pour savoir qu'est-ce qui leur fait plaisir et qu'est-ce qui ne leur fait pas plaisir. Des fois, il se peut que quelque chose qui leur ferait plaisir est très problématique pour nous, et donc on ne peut pas leur faire plaisir à ce niveau-là. Comme par exemple l'exemple d'une femme qui racontait que sa maman l'appelait tous les jours pour savoir si elle avait pris la pilule pour ne pas avoir d'enfant, pour pouvoir développer sa carrière. D'accord? Et la femme, elle, était en train de faire tchouva, et elle se rendait compte que c'était plus important d'avoir des enfants que de faire carrière, et donc elle se sentait coincée entre la volonté d'avoir des enfants et le fait de dire à sa mère que non, elle n'avait pas pris la pilule, et le fait de respecter sa mère et de ne pas contredire sa mère. Et donc le Rav lui a dit, enfin la rabbinique, je ne sais plus, elle lui a dit tu n'as pas du tout à suivre les conseils de ta maman, d'accord? C'est très bien que tu vas y avoir des enfants, continue sur ce chemin, mais pour respecter ta maman, eh ben, tu n'as qu'à avoir des phrases, tu n'as qu'à avoir une feuille de 10 ou 15 phrases neutres que tu diras à ta maman lorsqu'elle te dira est-ce que tu as pris ta pilule? Par exemple, je sais pas, ah oui maman, la pilule bien sûr, il faut que j'aille l'acheter à la pharmacie. Par exemple, c'est une phrase neutre, ça ne veut pas dire j'ai pris, j'ai pas pris, mais de pouvoir contourner le sujet. Ça ne veut pas dire respecter les parents, ça ne veut pas dire être à la merci des parents et faire suivre tous les conseils des parents si on ne sait pas si c'est la halakha ou pas, si c'est la volonté d'Hachem ou pas. Il faut toujours être dans la volonté d'Hachem, c'est ça le secret, c'est ça le chemin. Le chemin, c'est d'être dans la volonté d'Hachem. Donc si mes parents veuillent que je fasse des choses qui ne sont pas contre la volonté d'Hachem, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est ça la fine différence en fait. Et en fait, si on arrive à se servir de ce moment de la génération sandwich pour donner tout à ses enfants et tout à ses parents et tout à son conjoint, faire ses efforts, eh ben on deviendra ce genre de personne qu'on est prêt à les payer pour les voir. D'accord? Pas seulement qu'on les évite dans la rue, c'est que c'est des gens qui aident des couples à se sentir mieux, c'est des gens qui ont des bons conseils à donner, ces gens, tu es prêt à les payer pour aller les voir. Parce qu'ils ont
ils ont réussi à accéder à un niveau de travail intérieur d'eux-mêmes où ils sont des gens agréables, c'est des gens aimants, c'est des gens qui sont dans le don et c'est des choses que tu ressens et tu as envie d'être avec ces gens. C'est des gens qui ont une grandeur d'âme qu'on ne peut même pas expliquer. Donc, ces gens-là, c'est des gens qui se sont musclés au niveau de leur âme au moment où c'était le moment de se muscler. C'est quand? C'était quand ils étaient dans la génération sandwich. Quand ils étaient parents, ils ont tout donné pour leurs enfants. Quand ils étaient enfants d'eux, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour le cavote de leurs parents. Et ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour que ça aille bien entre eux et leur mari. Donc, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien dire, qu'on ne doit pas parler, qu'on doit se taire et souffrir en silence, pas du tout. Avec le mari, il faut parler, il y a plein de vidéos que j'ai fait dessus. Avec le mari, il faut parler, il faut avoir un dialogue, il faut parler des choses qui font mal, parler des choses qui nous ont fait mal, etc. Il faut mettre les choses à plat, c'est clair. Mais si on arrive à comprendre que ce moment où on a les parents au-dessus qu'on doit respecter, et les beaux-parents font partie de la catégorie, on a les enfants en face de nous qui sont là à filmer, à enregistrer chacun de nos mots, chacun de nos vibrations vocales, chacun de nos manques de patience, ou au contraire de notre travail sur les midotes de patience, ils épongent tout. Combien on va se donner pour réussir cette mission de leur donner un exemple pas parfait, parce que la perfection c'est Dieu, mais qui tend vers la perfection, qui tend vers le meilleur. Et si on se sert aussi de cette période pour comprendre que c'est pas sur les réseaux sociaux que je vais trouver mon épanouissement, c'est pas avec toutes les copines et tout ça et que je vais trouver mon épanouissement, mais c'est avec mon mari que je dois construire, c'est avec mon mari que je dois parler, c'est avec mon mari que je dois rigoler, c'est avec mon mari que je dois débattre, d'accord ? C'est avec lui que je dois construire mon couple. Si on est au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes cavanotes, avec la bonne façon de penser, et bien logiquement ça veut dire qu'on est dans la salle de sport et qu'on est en train de se muscler, si Dieu veut. Et parfois il y a des philosophies, toutes sortes de philosophies, de coaching et tout ça qui vont vous dire quand tu te sens pas bien là où tu es, il faut changer d'endroit. Change d'endroit, peut-être que tu es mal entouré. Bien sûr qu'il y a un lien d'être mal entouré dans la Torah, comment on dit Oil arachav et oil ishreno. C'est très problématique d'avoir un voisin qui est un rachat, parce que tout ce qu'on va voir, ça a une influence sur nous. Bien sûr que... Mais des fois, ce genre de philosophie, ça va nous pousser, malheureusement, à couper les ponts avec nos parents sous prétexte qu'on ne s'entend pas avec eux, à s'éloigner de nos enfants sous prétexte qu'on ne se sent pas épanoui avec nos enfants et à la maison, et en fait de fuir tout ce qui est un petit peu difficile, tout ce qui nous met mal à l'aise quelque part, fuir toutes ces choses pour chercher le confort. Le plus important, c'est que tu sois à l'aise, le plus important, c'est que tu kiffes ta vie, le plus important, c'est que tu aies une vie de ouf, d'accord ? C'est pas le plus important d'avoir une vie de ouf. Le plus important, c'est pas d'avoir une vie de ouf, c'est d'être au bon endroit, au bon moment, et de comprendre ce que Dieu veut de moi à ce moment-là. Dieu ne veut pas que je fuis. Dieu ne veut pas que je sois dans la fuite. Dieu, oui, j'ai un malaise, peut-être quelqu'un a un malaise avec son parent, quelqu'un a un malaise avec son enfant. Il faut régler la chose à la racine. Il faut étudier l'éducation, étudier le respect des parents, lire des livres dessus, écouter des cours de Torah, des livres de Torah bien sûr, pas des livres de philosophie et tout ça, parce qu'il y a toujours des détails qui finalement nous fait rater notre cible, d'accord ? Si la Torah elle nous donne la cible à avoir, et bien des fois les livres de philosophie, tout ça, de coaching et tout, c'est très très croustillant extérieurement, on a envie de lire ces choses-là et tout, mais malheureusement ça nous fait rater notre cible, d'accord ? Les non-juifs, les philosophes, etc., ils connaissent pas la mitzvah du respect des parents. D'accord ? Donc, ils ne savent pas ce que c'est. L'imsor est un nefesh, de faire une messiroute nefesh pour respecter ses parents. Ils ne savent pas ce que c'est. Donc, ils ne peuvent pas t'encourager à quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc, si un juif vient dans ce monde pour faire la mitzvah de respecter ses parents, pour faire la mitzvah d'éduquer ses enfants, et pour faire la mitzvah de créer son couple et de créer sa famille, d'accord ? Si il est alimenté par la bonne source, il va réussir. Tout être humain peut réussir, bien sûr, c'est comme les exercices de physiothérapie, ça prend du temps. La physiothérapie, c'est très lent, mais plus on fait ces exercices et plus on peut voir le changement. D'accord ?
le sport, c'est une physiothérapie en soi. Le sport, ça permet de corriger le corps et les défauts du corps et les problèmes qu'on a dans le corps, les problèmes de dos, les problèmes de tous les problèmes qu'on peut avoir dans les jambes, etc. On peut avoir le sport, ça corrige les problèmes, mais à long terme. C'est pas en allant à la piscine une fois, c'est pas en faisant des exercices une fois que notre corps il va être en bonne santé. Il faut faire les exercices tous les 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, une fois par chacun avec son niveau. Mais voilà, c'est ça. Le sport, c'est petit à petit, ça va te sauver au niveau de ton corps. La nourriture en bonne santé, c'est petit à petit, ça va te donner les forces et ça va te donner un corps en bonne santé. Et donc, la Torah, c'est pareil. On étudie et on s'améliore petit à petit. Petit à petit, encore un peu, encore un peu, encore on prend conscience de quelque chose avec le respect des parents, encore on prend conscience sur quelque chose par rapport du Chinuch Yeladim, encore on prend conscience de quelque chose par rapport à son mari, et il y a des disputes, et des fois on retombe, et c'est normal, et après on se relève, et c'est comme ça qu'on va avancer. C'est une physiothérapie de l'âme en fait. La Torah, c'est une physiothérapie de l'âme, mais c'est certain qu'on ne peut pas s'en sortir sans étude de la Torah. On ne peut pas s'en sortir. Extérieurement, on peut avoir l'air de cette personne qui mange pas sainement du tout et qui fait pas du tout de sport, mais qui a encore, par bonté gratuite de Dieu, qui a encore l'air d'être en bonne santé extérieurement. Au début, ça peut paraître encore normal, la personne a une vie encore normale, mais à long terme, si on n'est pas éclairé par la lumière de la Torah, si on n'a pas des cours kavua, des cours à chaque semaine, chaque temps, des cours de Torah, malheureusement, eh bien, on dévie petit à petit, et à la fin, que Dieu préserve, on est comme ces personnes qui ont dû finir aux urgences parce qu'ils se sont mal nourris pendant 40 ans. Pendant 40 ans, ils se sont mal nourris, pendant 40 ans, ils n'ont jamais fait de sport de leur vie, et après, ça finit aux urgences. C'est la réalité, c'est le Hémet. Dans le livre sur une vie saine d'après Al-Halakha, il dit il faut plus souvent aller dans les hôpitaux pour voir jusqu'où les gens peuvent en arriver pour des mauvaises habitudes d'hygiène de vie, pour un manque d'hygiène de vie. Et c'est pareil au niveau du nefesh, c'est pareil au niveau de l'âme. On peut au début avoir l'air d'avoir une vie tout à fait normale, parce que je vis spontanément, je vis sans la lumière de la Torah, je vis sans étudier la Torah et je m'en sors très bien. Et il y a machin qui étudie énormément et franchement il a plus l'air de se casser la tête que moi. Regarde, moi je vis sans Torah, il n'y a pas de problème, je suis suffisamment en bonne santé morale pour savoir quel choix faire. Mais le problème c'est à long terme. À long terme, on fait des mauvais choix. Parce que le Yetzer Hara, il nous donne des idées. C'est lui qui nous donne des idées. Quand on n'a pas le Yetzer Hatov qui travaille, c'est le Yetzer Hara en général qui nous donne des idées. Et quand on choisit spontanément ce qu'on a envie de faire, je dis pas, des fois il y a des choses spontanément qui sont bonnes, mais des fois il y a des choses spontanées qui sont très mauvaises et très problématiques. Et qui vont complètement outrer le respect des parents et le respect des enfants, l'éducation des enfants, ce dor sandwich, cette génération sandwich en fait. Et pour être bien... et pour être en phase avec son rôle de génération sandwich, c'est en étudiant la Torah, en faisant ce qui s'appelle un cheshbon nefesh, c'est-à-dire en se posant des questions, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait, en se remettant en question, est-ce que j'ai bien parlé, est-ce que j'ai pas bien parlé, sans se mortifier, sans vouloir du matin au soir. C'est un moment vers la fin de la journée comme ça, où on se dit, bon, comment j'ai agi par rapport à mes parents aujourd'hui, comment j'ai agi par rapport à mes enfants aujourd'hui. Ok, donc il y a cette erreur, demain, je ferai en sorte de me reprendre sur ça. C'est pas un truc où il faut maintenant se fouetter intérieurement et se dire pourquoi j'ai agi comme ça, j'y arriverai jamais, et je suis trop loin. Non, c'est pas ça. C'est plus quelque chose de se dire comme une physiothérapie, petit à petit, petit à petit, on va changer, on va créer. Les grands changements, ils viennent dans notre vie avec des petits changements. C'est-à-dire, pour arriver à un grand changement radical, à des grands actes, il faut des petits changements chaque jour. Voilà, donc il reste quelques minutes. Bonne chance pour ce dor sandwich. Arriver à la conclusion qu'il y a uniquement la lumière de la Torah qui va me permettre de réaliser ce rôle dans cette vie, et surtout je ne veux pas être ce genre de personne que les gens évitent tellement elles ont mauvais caractère. Je veux aller à la salle de sport de l'âme, je veux aller à la salle de sport du nefesh, et cette salle de sport c'est la génération sandwich, c'est
je dois respecter mes parents, je dois éduquer mes enfants, je dois construire un lien avec mon mari. Ces trois dimensions, au-dessus, en dessous et devant, ces trois dimensions sont cette machine de musculation qui va, comme on dit, le sport le plus complet, logiquement, c'est la natation, parce que ça muscle tous les muscles en même temps. Eh bien, la génération sandwich, c'est la machine qui muscle tous les muscles en même temps. Avec les enfants, c'est la savlanoute, c'est comment dire, la patience, et l'humilité aussi. Enfin ouais, non, la patience surtout, on va dire. Avec le mari, c'est la diplomatie. Et avec les parents, c'est l'humilité. Ouais, l'humilité, la reconnaissance surtout, beaucoup de reconnaissance. Il y a encore plein de choses, mais je dis les choses en gros. Voilà, je pense qu'un être qui n'a pas travaillé sur son côté de la reconnaissance, sur son côté de la diplomatie et sur son côté de la patience, eh ben, à long terme, vers l'âge de la quarantaine, cinquantaine, etc., à long terme, eh bien, c'est des gens qu'on n'a pas envie de croiser, c'est des gens qui ne sont pas agréables, qui ne sont pas très raffinés au niveau de leur caractère, des gens qui explosent au moindre... Donc voilà, la salle de sport, c'est quand on est à ce moment-là, les parents au-dessus, les enfants et le mari en face. Et si on n'a plus ses parents, il n'y a aucun problème, on peut toujours réparer par rapport à ça. On dit la mitzvah de Kibbutz Dorim, elle ne s'arrête jamais en fait. On peut toujours leur faire du respect en leur écrivant une lettre pour les remercier de tout ce qui... Une lettre, comment on dit, symbolique, en les remerciant de tout ce qu'ils ont fait pour nous. On peut faire une askara pour eux. Une fois, moi, j'ai dit à ma tante, ça y est, vous avez fini la mitzvah de Kibbutz Dorim. Elle m'a dit, pas du tout. J'ai pas du tout le sentiment que j'ai terminé, malgré que les parents sont partis. J'ai l'impression que ça continue tout le temps, en fait, tout le temps. Donc, même s'il n'y a plus les parents, ou si on n'a pas encore d'enfants, par exemple, eh ben, c'est pas grave. On peut justement quand il n'y a pas encore les enfants, ça nous donne encore plus de loisirs de pouvoir petit à petit rentrer dans le bain, petit à petit. Il n'y a pas encore les enfants, donc ça me permet de travailler pour l'instant le lien avec le mari. Et pour l'instant, le lien avec les parents, le kavod avec les parents, c'est quoi? Être comme un funambule, apprendre que là, c'est plus du kavod, là, c'est un manque de kavod, là, c'est pas ce qu'on me demande. Commencer à tâter en fait les limites, en posant des questions à un rave, en étudiant les lois du respect des parents, en priant. Voilà, c'est ça que je veux dire surtout, en priant Hachem qui nous aide à prendre conscience, comment respecter ses parents, qui nous donne les forces de le faire, la volonté de le faire, la compréhension de comment on fait ça. Et voilà, donc il n'y a pas encore les enfants, ça nous permet de petit à petit, d'abord avec le mari, avec les parents, et puis après les enfants si Dieu veut. Et puis s'il n'y a pas encore le mari, c'est pas encore le moment, c'est qu'on est encore dans cette période où on est que face aux parents. Donc voilà.